Le vœu du jeune roi, une histoire écrite par Olivier K. et illustrée par Julien Martinière, publiée au sein de l'ouvrage Le vœu du jeune roi et autres histoires cruelles, édition Aubriard. Depuis qu'il avait accédé au trône, après le décès de son bien-aimé père, un jeune roi caractériel multipliait les réunions en ses appartements. Pas une journée ne s'écoulait sans que ses ministres soient invités à écouter ses doléances. Car le roi, non content d'être une bien jeune personne encore, il allait bientôt avoir 16 ans, possédait un esprit saturé de projets et d'idéaux. Il avait une idée bien précise de la manière dont il désirait mener son royaume, qui était aux antipodes de celle de son regretté père. En bref, il voulait tout changer, ce qui déplaisait grandement aux membres du gouvernement, qui ne voyaient en lui qu'un innocent couronné dont la jeunesse et la naïveté commandaient la vision des choses. Je veux que mon royaume soit un exemple de bien-être et de liberté. Toutefois, j'estime que la liberté n'a de valeur qu'encadrée de règles strictes. Il en va de mon rôle de dicter et de faire respecter ces règles-là. On essayait bien de le raisonner, mais le nouveau roi était bien arrêté dans ses décisions. Un jour, par exemple, il décréta: Notre armée est inutile. J'exige que son budget soit divisé par 2 et qu'on augmente celui des blanchisseuses. On lui répondit bien que cela risquait d'entamer l'équilibre du château, mais le souverain rétorqua: J'aime les beaux draps plus que la guerre. Il en alla de même en ce qui concernait les nombreuses fêtes, les repas du samedi soir, les amuseurs payés à l'année. On stoppa tout cela après des décennies d'heureuses pratiques. Vous prônez la liberté, ô mon roi, lui dit-on. Alors, permettez-nous de nous amuser comme nous le faisions du temps de votre père. Et que faites-vous de ma liberté à moi, celle de ne pas avoir à subir vos excès et vos débordements? Le jeune roi n'était pas un ripailleur, ni un débauché, et il comptait faire de ce château un lieu où chacun pouvait faire ce qu'il voulait, pourvu qu'il ne dérange pas les autres. Il n'y a que vous à qui cela ne convient pas, lui rétorquait-on. Certes, mais je suis le roi. Mon avis est donc plus important que tous les vôtres réunis. Cela aurait fortement déplu à votre père, lui répétait-on souvent. Au désarroi des ministres et de toute la cour, le jeune sire incarnait l'exact contraire de son géniteur. Mon père payait une armée pour se défendre et offrait des banquets à tous ceux qui l'entouraient, argua le jeune roi. Et où trouvait-il l'argent pour cela? Chez le bon peuple qu'il saignait afin de vous permettre à vous de ripailler sans retenue. Leur demandait-on leur avis à ces pauvres paysans? La liberté a un prix. Je refuse de le faire payer à autrui. Voilà tout. De l'avis des occupants du château, le jeune souverain développait des vues dégoulinantes de sagesse sur l'amour, effroyablement puériles concernant la fraternité, et atterrait tout le monde quand il imaginait son royaume rêvé, cauchemardesque, où chacun s'y voyait déjà mourir d'ennui. Mais les règles étant ainsi établies, on allait nullement contre le bon vouloir du roi, et, de mauvaise grâce, on exécutait les ordres. La vie au château allait être de moins en moins plaisante. Heureusement, les hommes avaient toujours les parties de chasse pour se défouler. Jusqu'au jour où le roi déclencha un véritable scandale en s'attaquant, pour son malheur, à ce sujet-là. Nous allons interdire les parties en forêt, car cela n'est pas digne de notre rang. Laissons les animaux sauvages libres et, pour nous nourrir, contentons-nous des bêtes que nous élevons. De toute façon, la viande du poulet est bien moins nocive que celle du sanglier. Mon bon roi, il semble que vous abordez là une chose qui vous est étrangère, lui rétorqua le ministre des Armées. Vous n'avez, je crois,
Jamais chassé de votre vie. Certes, rebondit Sa Majesté, mon père aimait beaucoup cela, et quand il m'en décrivait ses expériences, cela ne provoquait chez moi qu'une envie de vomir. La réaction fut unanime. On ne touche pas à la chasse. L'intérieur du château étant destiné à se changer en monastère, il était hors de question de s'interdire de surcroît ses plaisirs extérieurs. Poursuivre et tuer un animal était certainement la dernière sensation forte octroyée au châtelain. Il n'était pas pensable de s'en passer. Devant ce rejet collectif, le jeune souverain dut argumenter. Mais cela n'était pas suffisant. Il parla des gentils animaux si malheureux quand ils perdaient l'un d'eux. On lui rit au nez. Il suggéra que les esprits de la forêt, les fées et les ensorceleuses pourraient bien être dérangés par cette pratique, et s'en retourner contre eux. On soupira en levant les yeux au ciel. Participez donc à la prochaine partie de chasse. Elle aura lieu dans 2 jours, avança le ministre des Armées. Prenez plaisir avec nous, et alors nous reparlerons de tout cela. Qu'en pensez-vous, mon roi? Il est vrai que le monarque ignorait tout de l'art de la battue et avait du mal à être convaincant. Face à son discours exhortant la liberté pour le peuple animal, on lui retournait qu'interdire la chasse était en soi parfaitement liberticide. Il accepta donc l'invitation, assuré qu'il trouverait à redire sur place et qu'il n'en serait que plus facile ensuite d'interdire ce funeste loisir. La partie s'organisa donc le surlendemain aux aurores. Pour une occasion pareille, tous les ministres étaient présents, tous les chevaliers, ainsi que bon nombre de chasseurs amateurs, qu'ils soient cuisiniers ou forestiers. La troupe était fournie, une centaine de personnes au total. À pied ou à cheval, on s'enfonça dans la forêt. Le roi était affublé d'un fusil à 2 coups avec lequel il se sentait très maladroit. Plus jeune, il avait boudé la plupart des cours de tir, se rabattant sur l'entretien des chevaux, discipline que son père trouvait inutile mais que l'enfant qu'il était préférait incomparablement. L'assemblée d'hommes armés se délita parmi les arbres. Bientôt, le roi se retrouva entouré d'une dizaine de personnes, les autres s'étant éparpillés à la recherche de gibier. On entendait crier ici et là, des coups de feu détonnaient au loin, la chasse battait son plein. Le roi décida de faire travailler sa bête et de distancier ses accompagnateurs. Il ne comptait pas se servir de son arme et préférait occuper cette balade matinale à s'offrir une escapade en solitaire. Il fit partir son cheval au triple galop, surprenant tout le monde, et se retrouva aussitôt à courir seul. Ne peuvent-ils donc pas comprendre, tous ces imbéciles, que la véritable liberté se contente de rien? Qu'à partir du moment où l'on prend à l'autre, alors la liberté elle-même s'évapore, comme une bulle de savon piquée par l'épine d'une rose? Il atteignit rapidement un chemin, s'y engouffra et fonça droit devant lui, tête baissée. Un agréable sentiment d'insouciance le prit tout entier, et il redoubla d'ardeur, afin que sa monture donne le meilleur d'elle-même, qu'elle s'acharne à frapper la terre pour l'emmener aussi loin que possible. Là voilà la réelle liberté dont il désirait que chacun jouisse en son royaume. Le jeune roi, la joue contre la crinière de son cheval, se mit à rire. Son geste était si drôle et la situation si absurde que c'en était irrésistible. L'échappée dura un long moment avant que le souverain ralentisse son pur sang. L'animal ne s'était pas économisé. Ses narines crachaient des nuages de vapeur et sa bouche écumait d'une bave blanche et épaisse. Le roi quitta la piste au pas, avança quelques instants à travers les arbres avant de déboucher sur une adorable clairière. Le tableau était magnifique, et le jeune homme, conquis par la beauté du lieu, descendit de son cheval. Le ciel avait beau être gris, il semblait qu'une lumière réconfortante illuminait l'endroit. Il y avait de la magie ici, il y avait une atmosphère enchanteresse. Le roi dégagea le fusil de son fourreau retenu à la selle de sa monture, l'empoigna et fit quelques pas, une expression d'extase peinte sur le visage.
Puis, d'un geste ample, il jeta son arme loin devant lui. Celle-ci, après avoir longuement tournoyé en l'air, disparut dans les herbes hautes. Ce jour sera le dernier pour la chasse tant que je vivrai et régnerai sur ce royaume, s'exclama le souverain, avant d'éclater de rire à nouveau. La lumière se fit soudain plus intense. On aurait pu croire que le ciel s'était déchiré pour laisser passer un puissant soleil d'été, ce qui n'était pas le cas. Le jeune roi retint son souffle. Un phénomène étrange, surnaturel, était en train de se produire. Le souverain se dit qu'il n'avait pas fait halte en ce lieu par hasard. Ce qui allait suivre devait à coup sûr avoir un lien avec son statut, ses décisions et le geste qu'il venait d'accomplir. La nature allait-elle récompenser l'amour qu'il lui portait? Il tomba à genoux, alors qu'à courte distance de lui, une apparition était en train de se dessiner. La forme, d'une hauteur d'homme, se modela jusqu'à devenir celle d'une femme éblouissante, dont les seins étaient masqués par une longue et claire chevelure. Elle ne portait rien d'autre sur elle, outre de grandes ailes de papillon dans le dos. Qui êtes-vous, splendide vision? Soupira le roi, la bouche grande ouverte et les yeux baignés de larmes. Une simple fée, répondit l'apparition. Pour ta bonté et la pureté de tes sentiments envers les esprits qui peuplent cette forêt, pour ton amour de la liberté et ta farouche volonté d'en offrir à tous les bienfaits, je suis venu t'offrir un vœu. Le jeune roi lâcha un drôle de râle où se mêlaient plaisir et sanglots. Son existence prenait aujourd'hui un vrai sens. Il le ressentait profondément. Il avait, sans le savoir, attendu tous les jours cette rencontre, cette reconnaissance, cette récompense. Oh, ma fée, ma belle fée, je... Un vœu, un seul. C'était peu. Il lui fallait faire preuve de discernement et de grandeur d'âme. Il devait à la fois profiter de cette aubaine pour servir ses intérêts, mais également consacrer ce vœu à celle qui lui en faisait offrande. Le jeune roi était, à ce moment-là, rempli à déborder d'amour envers cet être surnaturel. Cela se lisait à son sourire béat et à son front perlé de sueur. Le regard vague et le débit de parole empâté, le jeune homme m'annonça. Je désirerais demeurer pour toujours l'occupant de la salle du trône, être présent jusqu'à la fin des temps lors de la moindre décision et que les gens de mon royaume se sentent pour toujours et dans le respect de tous les êtres vivants, libres et égaux. Tout cela n'était pas très clair, il en avait bien conscience, mais la fée ne semblait pas le moins du monde troublée par sa requête. Elle adressa un léger mouvement de tête au jeune roi, lui signifiant qu'elle avait pris son vœu en compte. Puis elle frémit des ailes, s'éleva dans les airs, emmenant avec elle son halo de lumière blanche jusqu'à illuminer la cime des arbres. De là-haut, elle conclut. Pour ta belle âme, tu seras exaucé. Puis elle s'éclipsa. Le jeune roi s'aperçut qu'il était tombé à genoux et que ses mains étaient jointes. S'il avait pu observer son reflet, il se serait découvert hébété. Il demeura ainsi un long moment, jusqu'à la fin de la journée, où quelques aboiements le tirèrent de sa léthargie. Remontant en selle, il rejoignit les chasseurs qui l'accueillirent avec soulagement. Oh, mon roi, vous voilà enfin! Nous vous avons cherché des heures durant, nous vous pensions égarés. Quel bonheur de vous retrouver sain et sauf! Bien décidé à ne rien dire de sa récente rencontre avec une fée, le monarque ordonna que la battue prenne fin. Rentrons immédiatement au château. Baissez vos armes, ramenez les chiens. Je ne veux pas entendre un seul coup de feu. Taciturne,
Les chasseurs empruntèrent le chemin du retour, en prenant soin de cacher au jeune roi le contenu de leurs besaces, pleines de cadavres de lièvres et de faisans. À mi-chemin, alors que personne n'avait dit un mot, le jeune roi annonça: J'ai pris ma décision. Ce jour de chasse sera le dernier. Et tant que mon auguste personne honorera de sa présence la salle du trône de notre château, il n'en sera pas autrement. Galvanisé par la récente apparition de la fée, le sire se sentait fort, autoritaire et sûr de lui. Ses paroles étaient tombées comme s'effondre une tourelle assiégée, et aucun des châtelains l'accompagnant n'osa émettre la moindre réflexion. En pensée, le roi dédia ses dires à cette généreuse nature qui l'entourait et à cette faune qu'elle abritait, heureux d'en être le nouveau et impitoyable défenseur. Soudain, sans aucune raison apparente, le cheval du jeune souverain se cabra, éjectant son cavalier loin derrière lui. Ignorant ce qui lui arrivait, le roi fit un vol plané avant de retomber lourdement sur le tapis de feuilles mortes. Autour de lui, tout le monde s'était figé. Le roi roula sur lui-même, puis se releva, chancelant. Il ne s'était apparemment rien cassé. En revanche, le choc l'avait fortement déboussolé. Il voulut dire un mot, mais aussitôt ses pensées furent occupées par un puissant sentiment de danger. Ce fut comme si tous ses nerfs, d'un coup, s'étaient tendus au maximum. Il ne pouvait plus contrôler ses jambes. Il fallait qu'il coure à toute vitesse. Rien d'autre ne comptait. Les hommes mirent quelques secondes avant de saisir la dimension du tableau qu'ils avaient sous les yeux. La monture de leur roi s'était soulevée. Le jeune homme avait volé dans les airs avant de disparaître. À sa place se trouvait à présent un cerf magnifique, une bête de belle taille qui semblait absolument surprise d'être là. Les chiens ne purent contenir leurs ardeurs et bondirent en direction du cerf, plus bruyants et énervés que jamais. Le roi s'ébroua, remarqua à peine qu'il était toujours à quatre pattes, ne s'en étonna pas et fila comme le vent. Les hommes le suivirent et s'élancèrent à leur tour à la poursuite du gibier qui fuyait à vive allure. Quelques personnes restèrent sur place afin de fouiller les bosquets alentour, mais ne purent y dénicher le roi qui, bien entendu, resta introuvable. Le juvénile héritier s'était volatilisé. Personne dans l'assemblée ne pouvait imaginer qu'il se fût véritablement transformé en cerf majestueux. C'était pourtant bien cela qui était arrivé, et devant leurs yeux. Galopant de manière effrénée, rasant les arbres, ripant des sabots contre les racines, le roi devenu cerf détalait comme il pouvait. Sur ses traces, la meute sauvage, faite d'humains aussi fous que leurs chiens, le talonnait. Le roi n'était plus humain, il était un animal paniqué dont tous les sens étaient consacrés à une seule et urgentissime tâche: vivre, sauver sa peau, s'éloigner du danger, de la mort, de l'effroyable mort. Électrisé par une terreur sans nom, virant de gauche et de droite sur un rythme fou, il parvint à semer ses poursuivants. Son souffle rauque lui résonnait dans la tête. Il brisait branches et brindilles à l'aide de ses cornes, arrachait les racines, creusait la terre de ses sabots effilés. Enfin, conscient de s'être éloigné de la fureur du groupe, il ralentit. Les aboiements des chiens et les cris des hommes n'étant plus que des échos, il amoindrit son pas et put à nouveau se mettre à penser. Par Dieu! Que s'était-il passé? Il s'était changé en bête. Il était devenu un animal. Lui, l'héritier du trône, le fils unique du roi récemment décédé, avait pris l'allure d'un cerf. Il ne chercha même pas à le croire, c'était un fait. Son corps s'était métamorphosé en un clin d'œil, le temps très court d'une chute de cheval, pour devenir un être sauvage et magnifique, un cerf resplendissant. Pouvait-il s'agir du vœu promis par la fée? Cela n'avait pas du tout l'air de ressembler au souhait formulé. Le jeune roi n'avait jamais demandé à endosser le rôle d'un animal de la forêt, et encore moins celui d'un gibier traqué par les propres hommes qui, jusque-là, assuraient vaillamment sa sécurité. C'était absurde. Seulement, si la fée n'y était pour rien, quelle pouvait en être la raison?
Un craquement sec, non loin de lui, le fit sursauter. Toutes ses pensées s'éclipsèrent. Une alarme s'alluma dans son esprit. À nouveau, il devait fuir. Rien d'autre n'avait d'importance. Le cerf s'élança, mais au bout de quelques mètres, il devina des silhouettes devant lui. D'un coup de rein, il bifurqua. De ce côté-là aussi, il y avait du monde. Le roi revint sur ses pas, affolé. D'autres chasseurs approchaient. Les aboiements des chiens l'entouraient. Ils avaient réussi à l'encercler. Le souverain, dans son corps de gibier, se dressa sur ses pattes arrière, fouetta l'air devant lui et partit à la vitesse d'un boulet de canon en direction des hommes et de la meute. 3 secondes plus tard, alors qu'il sautait au-dessus des chiens, une détonation retentit. Le roi sentit le choc dans son ventre. Déstabilisé, il tomba à terre. Il tenta de se relever, mais ses pattes ne le portaient plus. Il fut soudain envahi par une grande fatigue. Il s'allongea sur le flanc, incapable de se tenir plus longtemps debout. Un trou béant s'était ouvert entre ses côtes, d'où s'écoulait un sang épais. Les chiens le ceinturaient, des chevaux s'approchaient. Le roi devenu cerf n'avait plus peur. Il était triste. Il savait qu'il allait mourir, que les hommes allaient l'abattre, que sa courte vie allait s'arrêter maintenant, ici, sur le sol humide de cette forêt. Il ferma les yeux et attendit le coup de feu fatal. Quand il revint à lui, le monarque se demanda ce qu'il allait trouver. Était-il au paradis? Allait-il revoir son père, mort si peu de temps avant lui? Il ne reconnut pas immédiatement l'endroit, car il ne l'avait encore jamais observé sous cet angle-là. Le jeune roi ne pouvait pas bouger, mais il voyait en contrebas la longue salle du trône. S'était-il changé en fantôme, stationné pour toujours au-dessus du manteau de la grande cheminée? Les hommes qui avaient été à son service, ceux-là même qui avaient ôté la vie à l'animal sauvage qu'il était devenu, allaient et venaient dans cette salle, s'asseyaient autour de la grande table des banquets, discutaient. Ainsi, depuis son endroit stratégique, toujours incapable de faire le moindre mouvement ni d'émettre le plus petit son, le défunt roi comprit la tournure qu'avaient pris les événements. Le cerf tué, on avait ramené sa dépouille au château, puis on lui avait tranché la tête afin de l'empailler, de la fixer contre une découpe de bois et de l'accrocher au mur au-dessus de l'âtre. Le roi, éveillé et conscient, n'était plus qu'une tête de cerf, dernière victime d'une partie de chasse particulière. Il n'y avait plus de roi en ce château. Après l'avoir cherché durant des jours, on abandonna l'idée de le retrouver et on le déclara à jamais disparu. Son entourage, libéré du pouvoir que le jeune homme exerçait sur lui, ne le remplaça pas. Tout le monde était bien content de ne plus avoir de roi en ses murs, et l'on prit soin de ne pas ébruiter son absence, ni les circonstances qui l'avaient amené à disparaître. Car sans roi, on agissait comme on le voulait. Si bien que depuis son poste d'observation, le roi devenu tête de cerf empaillé était témoin de tous les débordements et les excès de gens de la cour. Tout ce qu'il avait aboli revenait en force. On ripaillait avec plus de ferveur qu'auparavant, tous les jours de la semaine. Les amuseurs de tout poil étaient revenus, on buvait, on s'entraînait à la guerre, et l'on festoyait autant que possible, jour et nuit, en toute liberté. Pendant ce temps-là, toutefois, personne ne pensait à aller à la chasse. Les plaisirs que l'on ne manquait pas de s'offrir au sein du château étaient plus intenses que ceux de la traque, si bien qu'au fil des ans, on s'épuisa à la fête tandis que rouillaient les fusils. Régnant pour toujours en bonne place dans la salle du trône, témoin de tout ce qui s'y déroulerait et du désintérêt que l'on éprouvait dorénavant pour la chasse, le roi dut se résoudre à accepter son sort. La fée avait bel et bien exaucé son vœu.